Bienvenue pour cette première session. Rapidement, je me présente, je suis Frédéric Duport, je suis accompagné de Frédéric Péger. Nous sommes en charge des différents programmes d'industrialisation et d'innovation pour le groupe Open. Et on va vous présenter notre retour d'expérience sur la partie DevOps. En parcourant rapidement cet ordre du jour, pourquoi le DevOps, même si on va peut-être enfoncer des portes ouvertes pour certains d'entre vous. Comment on va pouvoir définir l'éligibilité d'un projet sur la partie DevOps, enfin comment on a choisi de l'appliquer, et puis vous définir une trajectoire avec les différents jalons qu'on pourrait envisager. Tout ça, c'est basé sur un retour d'expérience d'une refonte d'un ERP, leader français sur la promotion immobilière, donc qui va être annoncé dans les prochains jours, qui s'appelle MyExim, qui maintenant bascule en mode SaaS, d'un mode vraiment ancienne architecture, qui a été complètement refondu en mode SaaS et basé sur l'organisation DevOps. Alors pourquoi le DevOps? Premier constat, on a un challenge qui est double pour nos clients. D'abord, une complexité au niveau de l'innovation pour accompagner les métiers, et puis enfin, ne pas oublier de gérer l'existant, puisqu'on a quand même un certain nombre d'architectures legacy qui ont hérité des applicatifs existants. Dans les deux cas, une approche classique, cycle en V, ne peut pas répondre à ces contraintes-là. Donc clairement, on a besoin d'accompagner cette évolution pour prendre en compte différentes composantes qu'on ne peut pas gérer avec une organisation classique. Typiquement, le time to market, si on veut aller vite, une approche cycle en V ne répond pas aux contraintes, et puis une problématique de release fréquente. Classiquement, on avait des cycles sur 6 mois, 1 an, 18 mois, qui ne peut pas répondre à cette problématique-là aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que on se rend compte que dans les organisations avec les équipes qui sont organisées par système, DBA, réseau, chacun subit, en tout cas a le sentiment de subir ses collègues et du coup subit les problématiques entre c'est l'administrateur réseau qui a un problème plutôt que l'administrateur système, ou alors c'est DBA qui est responsable des problématiques applicatives. Donc chacun s'envoie la balle, chacun estime que l'autre est responsable de ses problèmes quotidiens, et donc il faut apprendre à collaborer différemment. Il faut arrêter de chercher des coupables, plutôt se positionner sur une recherche de solutions conjointes, et puis enfin favoriser la co-innovation, le co-design, et puis profiter d'un effet de groupe pour produire de la valeur au niveau de l'intelligence collective. Alors clairement, vous allez pouvoir vous retrouver sur les différentes cases. Fred et moi, on est plutôt Matrix, hein, vous avez bien connu. Côté éligibilité, on va se rendre compte assez rapidement que l'innovation et l'organisation DevOps va permettre de générer des produits différemment, typiquement avec l'infrastructure as code. Alors quel est l'intérêt de cette innovation basée sur l'infrastructure as code? C'est être capable d'optimiser ce fameux time to market en simplifiant les phases de développement, en simplifiant l'architecture, et puis profiter de cette nouveauté en termes d'organisation technique pour changer l'approche. Et donc typiquement le DevOps, culturellement, va permettre de prendre en compte ces nouvelles composantes du SI. Donc on va pouvoir, grâce à l'infrastructure as code, injecter des templates, injecter des manifestes qui vont être automatiquement moulinés pour produire de l'infrastructure. Ainsi, on va pouvoir donner de l'autonomie à toutes les équipes de développement. On va y revenir un petit peu après. Et enfin, on va avoir besoin pour cette innovation d'apporter de la valeur ajoutée. Et pour ça, on se rend compte que dans les équipes, il va falloir injecter des spécialistes, des gens qui ont une maîtrise assez poussée des nouveaux périmètres qu'on associe à la digitalisation. Donc typiquement, les problématiques de mobilité ou d'accès à Internet en public. Apporter de la valeur au niveau des technologies dont on parle aujourd'hui, hein, tout ce qui est IoT, Big Data, Data Scientist,
Et puis enfin, changer les méthodes de production de ces différents produits, à savoir faire du design thinking, ne pas hésiter à faire de la B-testing et autres. Alors clairement, tous les projets ne sont pas éligibles au DevOps, pour une raison très simple, c'est que le DevOps va coûter cher. Tout d'abord, on va mettre à disposition de la production de ce service, de ce produit, une équipe intégrée. Donc déjà, il va falloir la former aux nouvelles technologies. On verra que ce n'est pas si simple de par le nombre de composantes sous-jacentes. Il va falloir industrialiser ce cycle de production de release. Donc ça, c'est un investissement. La complexité, que ce soit au niveau du pipeline de delivery ou que ce soit de l'infrastructure as code, nécessite effectivement un passage assez important et un passage de compétences assez important. Et donc clairement, si le produit qu'on veut mettre en place ne nécessite pas du time to market ou des releases fréquentes ou de l'innovation, l'investissement n'est pas nécessaire en termes d'organisation DevOps. Et un point auquel on tient beaucoup, et on va en reparler via le retour d'expérience qu'on a, c'est le legacy. Parce que globalement, aujourd'hui, partir sur un projet d'innovation from scratch, entre guillemets, c'est assez facile. On a une page blanche, on va réunir les bonnes personnes autour d'une table et travailler en mode agile. Par contre, le legacy, on a un héritage. Et donc, cet héritage, vous le connaissez, hein, on a un hébergement assez classique, on a des serveurs, du stockage, du réseau, on doit gérer les operating systems, on doit gérer les middleware, et puis en top de ces différentes composantes, on a nos applications monolithiques, donc qu'il faut gérer, qu'il faut faire évoluer. Et clairement, c'est un cauchemar au quotidien, parce que dès qu'on fait une petite modification sur un monolithe applicatif, il faut tout retester, et puis les mises en production sont compliquées parce qu'il faut tout repousser sur la prod. On a souvent des retours arrière, ça coûte cher. Enfin, sur la partie sous-jacente, dès qu'on va vouloir, par exemple, étendre la capacité d'une application, il va falloir peut-être étendre les serveurs sur des vieilles technos. Encore une fois, c'est l'investissement, c'est du CAPEX, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche assez pragmatique, c'est de se dire, ok, on a un code assez conséquent pour notre ERP, peut-être qu'on va pouvoir en extraire une partie. Typiquement, ce qu'on a vu par le passé, c'est extraire toute la partie frontale, les frontaux web, les API, les extraire ou les ajouter en top de l'applicatif, et pour être capable non seulement de se former aux nouvelles contraintes d'architecture, hein, je pense aux microservices, et puis surtout en profiter pour se roder sur la partie management de ces projets-là, mettre en place les bonnes méthodes de management, l'agilité et l'outillage DevOps, qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc typiquement, pour illustrer cette phase, le retour d'expérience sur Prime Promo, c'était assez simple. On constatait que le monolithe qu'on avait induisait une complexité et des limites techniques, on va le voir dans quelques instants, et des limites business. Au niveau des limites techniques, c'est simple, c'était basé sur la S400. Donc les évolutions, vous connaissez ce genre de système, elles sont assez compliquées. Et puis dès qu'on voulait intégrer une nouvelle composante ou faire évoluer le code, ou ne serait-ce que maintenir le code, c'est complexe, c'est coûteux. Et surtout, on commençait à avoir des limites par rapport aux objectifs qui étaient d'attaquer de nouveaux clients via les canaux actuels. Et donc typiquement, la mobilité était difficile à adresser. En termes de business, il nous fallait réduire les coûts de mise en œuvre, parce que évidemment, quand vous déployez un applicatif chez le client basé sur la S400, le ticket d'entrée n'est pas simple à mettre en œuvre et à justifier. Donc l'idée, c'était vraiment de revoir ce ticket d'entrée. Il nous fallait élargir la cible commerciale, et donc typiquement, pas se cantonner à fournir une appliance ou un monolithe chez le client, mais bien fournir ça en mode SaaS et potentiellement sur différents pays. Revoir le découpage au niveau des modules de cette ERP, donc avoir une approche plutôt par service avec un paiement à l'usage, et puis revoir complètement le modèle financier pour avoir un système de souscription et de pay-as-you-go. Trajectoire, Fred ? Oui.
ici, l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on met en œuvre toutes ces démarches-là, par où est-ce qu'on commence, et les différents chantiers qui ont été initiés par Open pour essayer de passer sur une démarche DevOps. Alors, l'idée c'est peut-être de démarrer en se disant on ne va pas faire un projet, mais un produit. On s'est rendu compte également que quand on est en mode Fast Factory, qui est passé à la ligne, on arrivait à délivrer assez rapidement de l'applicatif. Par contre, excusez-moi, la qualité n'était pas forcément au rendez-vous. L'idée est donc de se dire, on va passer en mode incubation pour développer plus, mais de plus petites choses, des concepts sur un temps très court, ce qui permet de bloquer les charges et de dire à la fin de chacun de ces développements, d'élire ceux qui seront passés en mode produit. On essaie autant que faire se peut d'avoir peu d'adhérence avec la production pour avoir un produit qui soit autonome, ce qui permet également de roder tout l'outillage qu'on aura utilisé dans les phases qui suivent. L'objectif là-dessus est donc de mettre en place une organisation technique, de roder l'outillage et le cycle de vie des applications. Alors, sur quelle plateforme travaille-t-on? L'objectif ici est de donner l'autonomie technique aux équipes pour éviter ces fameux processus longs de j'ai besoin d'un environnement, aller voir les administrateurs système qui mettent toujours un temps phénoménal je ne sais pas, je parle, à provisionner ces environnements-là. Donc l'objectif est de faire en sorte que les équipes qui sont en charge de ces développements en mode DevOps soient autonomes sur ce provisionnement. Alors on essaie autant que possible de s'appuyer sur du cloud public, parce que c'est très rapide à mettre en œuvre. En quelques minutes, on peut avoir ces machines. On se base autant que possible sur de l'open source, de manière à ce qu'on limite les adhérences. Si le fournisseur ne convient pas, on peut facilement porter son produit sur un autre fournisseur, à partir du moment où les protocoles restent similaires. Et on a une facturation à l'usage, ce qui permet d'avoir un ticket d'entrée financier très bas pour le démarrage. On essaye aussi, on a mis en place des services génériques qui seront donc réutilisables sur tous nos développements. Donc c'est la partie authentification, c'est un bus, c'est la centralisation des logs, c'est du message queuing, etc. De manière à pouvoir focaliser sur le développement et les fonctionnalités qu'on veut mettre dans le produit. Donc toutes ces servitudes sont transverses, communes et donc réutilisables. Fort de ces fonctionnalités-là, on obtient donc des mécaniques de infrastructure as code. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait chez Open? On s'est appuyé sur l'offre Bluemix d'IBM, qui est basée sur donc, les trois runtimes que sont OpenStack, Docker et Cloud Foundry, le tout piloté par SoftLayer, ce qui permet d'avoir déjà un socle technique, un socle IaaS et PaaS déjà efficace. L'avantage en plus, c'est que l'offre d'IBM s'appuie sur des techniques qui sont connues, donc on n'a pas forcément besoin, enfin on monte très rapidement en compétences sur ces plateformes-là. OpenStack, Docker, Cloud Foundry, on trouve des collaborateurs compétents assez facilement. On a donc rajouté toute une série de fonctionnalités transverses que sont l'authentification avec OAuth2, et puis ensuite on reste, et là encore c'est très classique, on s'appuie massivement sur les librairies open source de Netflix, avec notamment la partie découverte de Eureka, ce qui permet en fait de ne pas avoir de configuration à avoir sur ces microservices. Quand un microservice démarre, il s'enregistre dans Eureka, et quand un microservice veut dialoguer avec un de ses voisins, il demande à Eureka où est tel microservice. Donc, du coup, on arrive facilement à ce que les collaborateurs se focusent très vite sur le développement des fonctionnalités, et toutes ces parties-là sont déjà pré-mâchées, si on peut dire. Alors, on a déjà trois applications qui sont développées. Donc MyExim, qui est le sujet fil rouge de cette présentation, qui est donc notre ERP de promotion immobilière. On a FullMaps, qui est une application que nos clients utilisent pour de la géolocalisation. Et Moodpeak, qui est un produit de e-réputation. Notre cible est de développer cette démarche-là
de développer plus d'applications en interne pour nos clients externes, mais également, si les clients le souhaitent, accueillir leurs équipes de développement pour s'appuyer sur ces fonctionnalités. Alors, quel outillage on utilise? On a deux objectifs avec l'outillage. Le premier est de promouvoir le travail collaboratif de bout en bout. On l'a vu avec l'image tout à l'heure, là où Frédéric expliquait qu'on était néo dans la matrice. Le travail collaboratif a historiquement été très compliqué entre les développeurs d'une part et les gens Ops d'autre part. Si je rajoute des project managers, les gens de la qualité, etc., ça devient très compliqué. Donc l'objectif, c'est d'avoir vraiment un esprit collaboratif sur nos équipes. Alors pour ça, en termes d'outillage, on s'appuie sur, là encore, des produits très connus, principalement Git, on va retrouver Maven, le produit GitHub Projects. Et sur la partie partage, alors classiquement là encore du wiki, on voit se développer Slack et un de ses concurrents Flock. Je ne sais pas qui choisit le nom de ses produits, mais je pense que le prochain va s'appeler Gluck. et Confluence. Donc l'objet est de pouvoir stocker dans ces outils-là de la connaissance, mais également de faciliter la communication entre les équipes, sans forcément avoir à tout tracer par mail, ou à l'inverse, d'avoir une messagerie instantanée, mais qui n'historise rien. L'autre objectif, c'est d'automatiser tout ce qui peut l'être. Donc là-dessus, on s'appuiera sur les produits de continuous, tout ce qu'on veut, intégration, delivery, testing, etc. Donc avec l'inévitable Jenkins, et des produits d'automatisation et gestion de conf que sont Ansible, Chef, Puppet, Salt, j'en ai encore un. Là-dessus, les experts peuvent bien souvent se bagarrer et ne pas faire avancer le débat entre ces outils-là. Mais l'objet est bien d'avoir des outils qui vont permettre aux équipes qui sont vraiment en charge de produire le code de ne pas avoir à se soucier du pipeline qu'on met en place et le code. Et on n'oublie pas l'Ops. Ça, on l'a vu, c'est un retour d'expérience assez fort qu'on a eu. C'est qu'on n'oublie pas pour autant tout ce qui est supervision, sauvegarde, centralisation des logs, même si dans une démarche DevOps, on ne l'abordera peut-être pas de la même manière que quand on fait du legacy, on n'installera pas forcément d'agent patron ou d'agent d'ajouts sur les objets en runtime, mais il faut quand même être capable d'avoir à un instant T une vision sur est-ce que mon produit fonctionne, est-ce qu'il fonctionne correctement, est-ce que l'expérience utilisateur est convenable, et puis en cas de désastre, comment je récupère mes données, etc. Ce sont quand même des sujets qu'il faut aborder. Alors ça ne prend pas un temps phénoménal, mais il faut l'aborder très tôt pour ne pas se dire je passe en production, j'ouvre mon service demain, mais j'ai pas sauvé. Voilà, on obtient le continuous delivery avec ces outillages. Alors, quelle organisation? Là encore, dans la série, dans l'esprit du travail collaboratif, on essaye de mettre en place une équipe intégrée. Alors, intégrée, on s'appuie également sur des expertises. Alors, expertise sur tout ce qui va être agilité et le mode collaboratif, mais également de l'expertise technique, où on fera appel ponctuellement, quand c'est nécessaire, sur des experts SMAX, des intégrateurs DevOps et les architectes qui interviennent en amont sur le produit. La démarche Open s'appuie sur ce que nous on a appelé le Fast Lab. C'est un lieu unique avec un chef de produit où tout le monde va travailler pendant la phase de conception. On l'a vu au début avec la bulle où on fait plein de petits projets. Donc on travaille sur un délai très court sur ces produits-là pour sortir un MVP. Alors, comment ça s'est décliné sur notre MyExim? Donc on a mis en place une équipe sur une pizza. On s'est rendu compte que c'était grosso modo la bonne taille. Plus gros, on avait des problèmes de lourdeur et qu'on retombait dans un modèle historique. Et plus petit, on n'avait pas suffisamment de matière grise pour arriver à phosphorer suffisamment sur nos produits. Donc on a un chef de projet agiliste, un architecte logiciel et 4 ingénieurs qui font le code et un peu d'ops. Et on a, dès le début du projet, pour éviter l'écueil de je ouvre mon service demain, comment je fais ma sauvegarde, on a au plus tôt impliqué nos équipes d'un centre de service de MCO en 24/7 pour leur dire, voilà, on va mettre en place ce produit-là basé sur telle technologie,
telle architecture, comment est-ce qu'on s'insère dans les processus, parce que même si on fait du DevOps, si les applications qu'on développe là, elles doivent tourner en 24/7, on ne va pas demander à nos développeurs d'être en permanence devant l'écran de supervision ou devant la console du produit pour savoir s'il marche. Donc on doit bien s'appuyer sur un centre de service qui lui tourne en 24/7. Donc il faut qu'eux soient capables de recevoir les alarmes et de réveiller les bonnes personnes. Donc forcément, il faut qu'on s'insère dans ces processus-là, qui sont parfois contraignants. L'idée, c'était de les impliquer au plus tôt pour intégrer ces contraintes-là dès que possible. Puis la partie sécurité, on a également fait appel au RSSI, parce qu'on est sur du SaaS, on est sur l'ouverture au grand public, et du coup, il y a des problématiques de sécurité qu'il faut traiter dès que possible. On est parti sur le piège. Allez. On voulait partager avec vous une synthèse des différents pièges à éviter quand on choisit de concevoir des services en mode DevOps. Donc avec toutes les pratiques techniques qu'on a pu balayer au niveau du cloud, au niveau de l'exploitation, etc. Donc, premier piège, c'est penser conception de produit et non pas conception de service. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec des équipes qui vont produire un logiciel sans avoir pensé au service derrière, donc sans avoir pensé au SLA, à la couverture de service, aux différents métriques qu'on connaît, le MTTR, le time to repair et autres. Donc dès le départ, il faut vraiment avoir conçu ce service avec le marketing, avec les commerciaux et autres. Deuxième problématique qu'on pourrait éviter, ce serait de négliger la conduite du changement pour passer du dev plus ops au DevOps. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il faut bien prendre en compte la montée en compétences. On en a parlé tout à l'heure, les sujets sont complexes. Frédéric vous a décrit la stack, le nombre de composantes sur Netflix OSS, le nombre de composantes au niveau du cloud, etc. Il faut les prendre en compte. Je ne parle même pas de toutes les composantes sur le continuous delivery. Donc vraiment, il y a une partie technique qu'il faut appréhender. Donc, former les gens, avoir des champions dans les équipes. Un point important, c'est les profils. Il faut des gens qui soient très ouverts. On a, par expérience, intégré dans des équipes des gens de notre génération, mais qui étaient formatés depuis 10-15 ans sur des anciennes méthodes, sur des anciennes technos, et qui n'arrivaient pas à basculer dans un mode plus coopératif et vraiment à poser cette nouvelle technologie. Donc c'est un point important dans le recrutement. On a eu des échecs dans ce type de ciblage de profil. Et puis enfin, il faut mettre en place les réunions flash. Alors, ce qu'on appelle des réunions flash, ça peut être une demi-heure tous les jours ou une demi-journée par semaine. Mais vraiment, chacun s'isole du travail quotidien et puis phosphore avec les autres sur l'ensemble des problématiques qui vont être appréhendées dans le projet. Alors, ça c'est aussi du vécu, c'est négliger les architectures logicielles sous prétexte qu'on va vite. C'est oublier de mettre en place du load balancer, oublier de mettre en place un minimum de sécurité. Donc clairement, prendre le temps de penser l'architecture, encore une fois en relation avec les SLA et les engagements de service, typiquement et spécifiquement si vous voulez faire du zéro downtime, comme c'est souvent le cas sur des applications SaaS. Et puis impliquer les experts. C'est pas parce que vous allez déployer en quelques secondes un service de base de données qu'il ne faut pas optimiser le schéma, qu'il ne faut pas optimiser les requêtes. Un autre constat aussi, ça serait un piège assez classique, c'est de négliger les contraintes d'exploitation, Fred en a parlé tout à l'heure, et de sécurité, sous prétexte qu'on est dans le cloud. On commence le projet, en quelques minutes, on a déployé nos frontaux, on a déployé nos serveurs applicatifs, on a déployé nos bases de données. Ça marche, c'est super. On gère tout notre cycle de développement comme ça. Et puis le jour où on veut passer en production, on se rend compte qu'on a complètement zappé tout ce qui était autour. Et donc la redondance, pour courir les SLA, etc. Donc encore une fois, c'était le grand message, c'est n'oubliez pas d'intégrer les équipes opérationnelles d'exploitation dans ces projets-là dès le départ. Et puis un point qui est important, c'est globalement un changement d'état d'esprit. On a de nouvelles approches de conception, etc. Et clairement, pour moi, c'est un problème de management à tous les niveaux, à la fois au niveau du projet, mais aussi au-dessus, pour encourager les gens à se mettre dans ces démarches-là. Donc globalement, pour nous, qu'est-ce que c'est le DevOps, pour conclure? Déjà, c'est du fun parce qu'on s'amuse avec une super équipe. Parce qu'une fois qu'on a fait le bon casting,
vraiment, on s'éclate, on va très vite et on produit des choses de qualité. Encore une fois, c'est du fun parce que on met un peu de côté toute la lourdeur de ce qu'on a vécu ces dernières années avec Itil. J'ai besoin d'avoir un serveur, je l'ai dans 6 semaines, j'ai besoin d'avoir une ouverture de flux, j'attends 3 jours. Là, on a tous les outils pour aller vite. Et puis enfin, mine de rien, on s'éclate parce que c'est typiquement l'environnement technique dont on rêve depuis 15 ans. On a essayé de faire avec un certain nombre de composantes. Alors, il y a 15 ans, on faisait du scripting. Après, on a mis en place des outils d'automation, etc. Et là, aujourd'hui, on a vraiment cette chaîne complète qui nous permet de répondre à cette problématique. Voilà. Du fun pour nous, en résumé. Avez-vous des questions? Oui, c'est la première session, c'est un peu le piège. Est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience sur les composantes Netflix à partager Sur la partie? Oui. Jusqu'à présent, en fait, c'est quand même les ops qui portent les engagements de service auprès des clients, auprès de l'externe. Et en fait, la problématique qu'on rencontre avec les ops, j'en fais partie, c'est quand même le fait de devoir tenir ses engagements et de voir arriver très rapidement des évolutions. Je suis partant puisque j'ai mis en place au sein de l'entreprise auquel je travaille l'infrastructure as code, donc ça rentre dans cette démarche. Pour autant, l'arrivée des applications, enfin, comment on va le gérer? C'est-à-dire que l'arrivée incessante des applications et les indisponibilités de services, etc., elles sont quand même supportées par les ops et pas par les équipes de dev aujourd'hui. Je prends moi. Alors en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on met en place... Pardon, j'ai le projecteur décalé un peu. Ce qu'on voit, c'est quand on met en place une organisation DevOps, moi, les premiers temps, ça me faisait avoir des sueurs froides. Moi aussi, je viens du monde de la prod. Donc me dire que je donne les clés de la prod à des équipes de dev, c'était un cauchemar contre lequel, enfin voilà, je suis parti en thérapie pour essayer de supporter ce genre de choses. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les sociétés qui sont allées au bout de la démarche DevOps, en fait, ce sont les équipes DevOps, et en l'occurrence du coup plus naturellement les équipes de dev, qui portent les engagements sur le service et qui ont la main sur la prod, qui ont la main sur leur prod du coup. Et donc les équipes opérationnelles, elles sont dégagées des engagements sur disponibilité d'application. On leur demande, entre guillemets, simplement, que les couches basses restent disponibles. Donc là, c'est un changement d'organisation qui peut être énorme à gérer au sein des clients, notamment parce qu'on peut avoir des problèmes politiques internes, c'est souvent le cas. Mais c'est comme ça qu'on arrive à se dire, tu as les engagements qui vont avec les moyens. Ça revient avec un grand pouvoir, on a de grandes responsabilités, mais si on se dit que ce sont les équipes DevOps qui font les mises en prod, c'est elles qui doivent assumer la disponibilité de service. Si une mise en prod se passe mal, parce que ça arrive toujours, c'est elles qui doivent être sur le pont pour réparer, parce qu'elles auront, on leur a donné tous les outils pour le faire. Maintenant, ça c'est le cas extrême. Je crois que c'est le cas de Spotify par exemple. L'application Spotify, elle est découpée en tout un tas de petites briques. Et sur chacune des briques, on a une équipe intégrée qui gère tout du sol au plafond. Donc depuis la conception, le phosphoring pour trouver les bonnes idées, jusqu'à je gère le quotidien de mon petit bout d'application qui marche pas. Et les équipes historiques Ops, eh bien, se chargent de l'outillage, des routines d'automatisation pour faire en sorte que chacune de ces squads DevOps ait les moyens de travailler en toute autonomie et en toute liberté. Et au final, on se dit que côté Ops, les astreintes, ça se limite à, quand on a encore du SAN est tombé, donc ça peut arriver,
Mais l'application truc ou l'application RH ou le site web de l'application qui vient de tomber parce que la mise en prod, il y avait un composant qui n'a pas été testé jusqu'au bout et on a un souci, c'est plus les équipes historiques Ops qui s'en occupent, ce sont bien les équipes intégrées DevOps. Est-ce que ça répond à votre question? Maintenant, quand on dit ça, on parle un peu comme dans un livre. Après, il faut arriver à le mettre en place chez chacune de nos entités. C'est pas toujours simple. Il faut arriver à trouver le bon curseur entre le mode Dev plus Ops qu'on a tous connu et un mode où les équipes DevOps font tout du sol au plafond sur la prod. Mais il est clair que ça revient plus cher, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. À partir du moment où on va avoir X équipes intégrées DevOps, parce qu'il y a X applications, chacune étant responsable de une ou plusieurs applications, chacune va être d'astreinte, c'est ça qu'on constate. Hein. Donc globalement, c'est un coût dans l'organisation. Par contre, l'avantage, c'est que la personne qui est d'astreinte sur l'application, elle la connaît, du bout comme le fond de sa poche, parce que c'est elle qui l'a développé. Et qu'elle a la main sur toutes les composantes. Donc, évidemment, l'écueil, c'est de se dire j'ai un incident en prod, je corrige en prod. Celui qui fait ça, on peut en parler tous. Mais dans la mesure où on a également mis en place un pipeline de delivery très rapide, quand on constate un problème en prod, le corriger sur l'environnement de dev, ça prend pas longtemps. Et ensuite, on active tout le pipeline de delivery pour refaire une mise en prod propre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Vous avez beaucoup insisté sur la sécurité. Oui. Vous utilisez des services externes pour vous assurer qu'il n'y a pas des failles de sécurité qui sont introduites par les éléments externes de votre application. Est-ce que c'est intégré dans votre démarche ou pas? Vous faites confiance au système, au code fourni par l'équipe? Alors, étant adepte de l'open source, je ne crois pas à la sécurité par le côté obscur des logiciels. Je me dis qu'à partir du moment où... alors, c'est le problème avec Netflix OSS, c'est que la librairie a beau être juste magique, elle est encore un peu jeune. Mais on est conscient sur le fait qu'à partir du moment où le code est ouvert, si une faille de sécurité est détectée, elle est corrigée très rapidement. Et puis d'un autre côté, on se repose aussi sur des partenaires, on parlait de Mix tout à l'heure, qui ont toutes les certifications de sécurité qu'on peut imaginer, puis il y a DSS et autres, qui vont nous permettre de gérer en plus la sécurité périmétrique, le login, etc. Donc même si au sein de ce qu'on a pu déployer, il y a des failles, on a quand même une sécurité qui va limiter celle-ci. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous. On reste dans le